sortir de la présentation car je ne trouve pas de souris ni de mulot. Je n'ai pas la souris apparente pour sortir. Ouais, je veux mettre ma présentation. Il faudrait mettre... Voilà. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est moi, super, merci. Ouais, ça fonctionne, super. Merci beaucoup pour cette très, très belle présentation et puis surtout ce focus sur vos propres stratégies développées localement et votre politique de prise en charge des patients VIH, puisque ça va être un petit peu en miroir avec ma présentation. On m'a demandé, le comité d'organisation m'a demandé de vous présenter davantage les actualités récentes dans le domaine des stratégies thérapeutiques du VIH, y compris sur des stratégies innovantes non disponibles actuellement. Donc c'est vraiment le pendant de tout ce que vous venez de faire. Il y aura une partie peut-être un petit peu virologique. J'essaierai d'être très pédagogique. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ne s'occupent pas de VIH ou qui ne sont pas virologues. Donc je vais essayer de vous amener un peu des éléments de compréhension de ce que je vais vous présenter là. Alors une première diapositive simplement, qui est une diapositive introductive d'épidémiologie, pour se dire que, quelle que soit la thérapeutique du VIH proposée, dès lors qu'elle est efficace, qu'on contrôle la réplication virale et qu'on a une restauration immunitaire, eh bien, ça se traduit par une courbe de survie qui augmente, qui augmente, qui augmente, et donc nos patients VIH vieillissent avec nous. Cette courbe-là, qui est importante, c'est la réduction drastique des causes de décès, quelles qu'elles soient, et donc de l'augmentation de la survie des patients VIH. Alors c'est une modélisation, ce schéma, une modélisation en 3 scénarios. Le premier scénario pour des pays, en l'occurrence les États-Unis, qui ont déjà un bon niveau de la cascade que vous avez présenté, un bon niveau de maîtrise de la cascade, en imaginant que ce soit statu quo jusqu'en 2050, qu'est-ce qui se passerait? Deuxième scénario, c'est de dire on va upgrader le statu quo actuel, la situation actuelle, on va s'imaginer dans un monde merveilleux qu'on est à 100%, c'est-à-dire que ARV pour tout patient dépisté, la totalité, qu'il n'y a aucun patient perdu de vue et que personne n'arrête les antirétroviraux en cours de route et qu'il n'y a plus du fait de nouvelles infections. Zéro. Donc ça, c'est le scénario 1, merveilleux. Et puis le scénario 2, il est un tout petit peu dégradé, mais meilleur que le statu quo. C'est qu'on augmente l'accessibilité aux ARV de 50%, le taux d'arrêt des ARV est réduit de 50%, et on a une diminution du nombre de nouvelles infections de 1000 par an pour obtenir un stade de 0 en 2050. Sur ces 3 scénarios, qu'est-ce qui se passerait si on respectait ces scénarios? Le premier élément, dans le statu quo et de la situation actuelle qui est la nôtre, actuellement, par exemple en France, on estime que le pourcentage de patients vivant avec le VIH qui auront plus de 75 ans va tripler entre 2025 et 2050. Donc il va falloir s'organiser. Il va falloir accompagner tous ces patients-là avec des problématiques spécifiques. Le deuxième corollaire de ça, c'est que la plupart des décès au-delà de 75 ans, ils seront là, quasiment non imputables à des causes en rapport direct avec le VIH et le stade SIDA. Donc on tend vers une diminution de l'ordre de 43% effectivement des décès liés au sida dans ce scénario. Quand on regarde par ailleurs les scénarios optimisés et optimum, scénario 1 en particulier, on estime dans cette configuration qu'il permettrait d'éviter environ 80 000, 81 000 décès par rapport au nombre de décès attendus dans la situation statu quo. Donc voilà. Ça, c'est un élément important. Vous avez là une ventilation avec les différentes couleurs et tout en bas, la couleur grise, statu quo, scénario 1, scénario 2. Et vous voyez que sur la couleur grise, vous voyez un tassement au fil du temps des décès imputables au stade SIDA. Donc, il faut continuer à se battre, ça a un intérêt majeur, et sans parler effectivement de la réduction drastique de la transmission du VIH quand la charge virale est contrôlée. Alors, les recommandations, j'ai mis entre parenthèses étant cocorico français, je vais surtout vous parler de chez nous, mais vous connaissez un petit peu cet étalage des propositions et des recommandations internationales. Alors, si j'avais vu vos diapositives, je me serais fait un plaisir de rajouter la colonne, la ligne, les recommandations marocaines,
mais vous pourrez faire ce petit travail. Donc en gros, en noir, c'est les premières lignes, et en orange, ce sont les alternatives proposées. Donc je passe, la première ligne étant les recommandations françaises sur lesquelles je vais directement insister. Une fois qu'on a mis en route une thérapeutique anti-VIH initiale, la question peut se poser au fil du temps pour plusieurs raisons, notamment d'amélioration de la qualité de vie, de simplification des stratégies thérapeutiques, de proposer des stratégies d'allègement chez les patients en succès thérapeutique avéré. Et en gros, il y a 3 grandes modalités de stratégie d'allègement clairement identifiées. Vous êtes en trithérapie classique telle que vous venez de les décrire, et on décide de passer à une bithérapie, en l'occurrence dolutegravir 3-TC. Donc vous avez dit TLD, je crois que vous appelez ça. Donc finalement, ce serait un allègement secondaire dans des conditions qui sont déterminées ici, c'est-à-dire au moins 6 mois de succès virologique avéré, dans un certain nombre de conditions respectées. Il faut disposer de génotypes et de ne pas avoir, ou on pourra en discuter, de génotypes cumulés avec des mutations MSA84, en particulier I. Mais voilà, il y a des conditions drastiques à respecter, mais on peut envisager une simplification. Alors, ce n'est pas une simplification, c'est un allègement. Il faut distinguer ce qu'on appelle simplification d'allègement. La simplification, c'est vous avez 4 comprimés, vous n'en avez plus que 3 par jour, vous n'en avez plus que 2 par jour. D'accord? Ça, c'est de la simplification, mais vous avez le même nombre de molécules au final. Vous utilisez du combo thérapeutique. Par contre, l'allègement, c'est la réduction du fardeau, c'est-à-dire du nombre de molécules utiles pour obtenir le même résultat. Donc là, on est bien dans l'allègement de la cadre d'une bithérapie. La deuxième voie de bithérapie, c'est le switch vers la bithérapie que l'on appelle long-acting injectable, avec en particulier cette association du cabotegravir, donc comme dolutegravir, ça a la même consonance, c'est un inhibiteur de l'intégrase, associé à la rilpivirine, qui est un inhibiteur non nucléosidique, comme la première génération des favirenz. On est dans des nouvelles générations d'inhibiteurs non nucléosidiques. Donc vous voyez bien que là, on est également dans un concept de bithérapie d'allègement, mais d'allègement également par la voie de l'injection. Et on y reviendra tout à l'heure dans les perspectives de ce que pourrait devenir la fréquence de ces injections. Et puis la troisième mode qui est instaurée également et auquel finalement vous pouvez avoir accès directement, c'est la simplification vers une trithérapie non plus 7 jours sur 7, mais intermittente, 4 ou 5 jours sur 7. Alors ce n'est pas anodin, parce que c'est aussi une réduction du coût qui est corrélée à ça, du coût mensuel de la thérapeutique proposée. C'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et là également, je n'ai pas le temps en 30 minutes de tout faire et de vous résumer les indications qui permettent de faire ça, mais c'est quelque chose que vous trouverez bien aisément ou que vous connaissez peut-être déjà et sur lequel vous réfléchissez. Alors une fois qu'on a dit tout ça, je regarde la pendule, une fois qu'on a dit tout ça, petit focus sur les Français, qu'on appelle aussi les Gaulois. Alors, initiation d'un premier traitement antirétroviral chez l'adulte. Aujourd'hui, donc, ce sont des recommandations extrêmement récentes, fin 2024, qui sont proposées. Et nous, qu'est-ce qu'on propose? On propose 3 stratégies possibles en première ligne quand on a un patient dépisté VIH. On fait soit une association de 2 NUC plus un inhibiteur d'intégrase, et les 2 NUC, en fait, c'est soit la combinaison abacavir 3-TC sous réserve de disposer de la HLA, comme vous l'avez très bien dit, soit on ne fait pas de TENO en première intention, parce qu'on a les moyens de ne pas le faire, et donc on fait TAF-FTC plus bictegravir dans le cadre d'un traitement single dose 1 fois par jour en combo. Deuxième stratégie, c'est une bithérapie d'emblée. Donc je vous parlais tout à l'heure de l'allègement dolutegravir 3-TC. C'est positionné en première ligne. C'est-à-dire que vous commencez d'emblée par ça, une bithérapie d'emblée dolu 3-TC avec des réserves. Il faut toujours regarder les colonnes à côté. Ça n'est pas recommandé évidemment si votre patient est VHB, puisque vous n'avez pas de thérapeutique anti-VHB suffisante. La lamivudine seule n'est pas recommandée en monothérapie dans l'infection VHB active. Et d'autre part, dans ce cadre-là, attention, si vous avez d'emblée un patient pour lequel vous disposez des résultats CD4 bas inférieurs à 200, et on a assez peu de données, mais pour des charges virales très élevées, plus de 500 000 copies. D'accord? Et ça peut arriver dans certaines situations, en particulier la primo-infection. Donc pourquoi c'est important d'avoir ces éléments?
Parce qu'on est de plus en plus dans des stratégies qu'on appelle test and treat, c'est-à-dire on voit le malade, on sait qu'il est VIH, on fait les prélèvements, on le traite d'abord et on réfléchit après. On récupère les résultats J15 de Géno, etc. Donc ça peut nous arriver, mais attention, à ce moment-là, vous ne pouvez pas utiliser ces stratégies sans disposer des éléments de sécurité avec la charge virale, etc. Et la troisième stratégie autorisée, donc, c'est là pour le coup on utilise le TENO, TDF 3TC plus la doravirine, d'accord, et avec les réserves sur des charges virales de plus de 500 000. Voilà. Voilà en gros comment ça se présente. Alors évidemment, quand on met première ligne, on dit qu'il y a des dérogations et des alternatives possibles. Pour gagner du temps, je ne vais pas vous les décrire, mais vous voyez que rentre en scène le TENO d'emblée, donc c'est intéressant pour vous parce que là, vous retrouvez votre première ligne, TENO, FTC, DOLU, finalement, qui apparaît nous un petit peu comme alternative puisqu'on fait le TAF en premier. Mais il y a aussi le raltegravir. Alors je ne vais pas insister, c'est des molécules que vous n'avez pas forcément, vous avez fait la liste des molécules dont vous disposez. La rilpivirine également dans les inhibiteurs nucléosidiques. Et puis il y a une stratégie alternative qui repose sur le recours encore à la dernière IP qui a survécu, la dernière inhibiteur de protéase, qui est le darunavir boosté. Mais attention, il faut plutôt le prendre au repas. Il y a des considérations importantes de prise alimentaire et dans certaines situations, dans certains pays et dans certaines zones difficiles, effectivement, en termes de surveillance et de suivi, surtout si vous en arrivez à faire un bilan tous les 6 mois ou une fois par an, il faut se méfier de l'observance pour ne pas éviter l'échec thérapeutique. Dans le cas très particulier des patients que vous dépistez en stade de primo-infection, donc au tout début, les charges virales peuvent être extrêmement élevées et donc avec les réserves que je viens de donner là à l'instant, les stratégies thérapeutiques vont être autour essentiellement de TAF-FTC plus bictegravir, d'accord, ou TENO-FTC plus dolutegravir, mais on n'est pas, ou éventuellement une IP, mais on n'est pas sur les autres molécules comme la doravirine en particulier. Quand on instaure un traitement antirétroviral pendant la grossesse, on a un certain nombre de molécules parce qu'on a une gamme et un choix qui nous permet de le faire. On va privilégier plutôt certaines molécules. C'est là où intervient l'abacavir 3TC, sous réserve de l'absence de HLA-B57 et de l'absence de VHB. Et c'est là où on va intervenir effectivement avec du TENO ou du TAF FTC dans la combinaison alternative avec la rilpivirine. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui va s'associer à un troisième agent, DARU ou DOLU ou RALT. Voilà. Donc femme enceinte, c'est ça. Élément plus important, c'est que dans notre recommandation, au-delà de qu'est-ce qu'on peut proposer à la femme enceinte au moment du diagnostic de sa grossesse ou par anticipation d'un désir de grossesse, il y a des antibiotiques qui sont listés comme non recommandés chez une femme qui est enceinte ou qui envisagerait un projet de grossesse à terme. Et donc, par anticipation, on peut éviter de lui proposer ces molécules. Vous voyez qu'elles sont légion, mais elles sont légion plus dans un contexte de défaut de données de sécurité que par toxicité réelle. Donc, il faut quand même pondérer ça et ne pas s'interdire de proposer des thérapeutiques par anticipation. Vous voyez que dans celles qui ont montré des signaux de toxicité chez la femme enceinte pour l'enfant, en termes de toxicité materno-fétale, en l'occurrence fétale, il y a l'efavirenz, la zidovudine qui sort. Alors, je vais faire un petit break là-dessus sur l'efavirenz. Quand on regarde le texte argumentaire autour de efavirenz et grossesse, et qu'on se dit que c'est quand même une molécule qui est préconisée par l'OMS, en particulier pendant la grossesse et de par le monde, on se dit, mais ça repose sur quoi notre recommandation? Ça recommande sur le fait qu'il y a un petit doute latent en particulier. Il s'avère que c'était dans l'enquête périnatale française où il y avait un petit doute. Et donc on se dit, comme on a le choix avec autre chose, on va éviter de l'utiliser. Mais pour autant, il y a quand même très peu de données de tératogénicité, en l'occurrence avec les favirenz. Et notamment, vous connaissez peut-être la cohorte Tsepamo, effectivement, qui avait rapporté initialement un signal sur les non-fermetures du tube neural, et en fait on se rend compte que dès lors qu'on donne à dose suffisante la léderfoline qui prévient ce genre de problème, finalement on corrige le signal et qu'il n'y a pas véritablement d'inquiétude. Voilà. Un mot sur le traitement préventif pré-exposition, ce que l'on appelle la PrEP. Alors actuellement on a globalement 3 schémas de PrEP en France.
Il y a le schéma de la PrEP dit continu oral, donc c'est TENO-FTC, d'accord? TENO-FTC, pour toute personne, quelle qu'elle soit, on va donner toujours une dose de charge initiale qui sont 2 comprimés au départ à J1, puis ensuite, en continu, c'est 1 fois par jour. Pourquoi pendant 7 jours c'est rouge? Parce qu'on considère que la personne n'est pas protégée par cette PrEP au cours des 7 premiers jours. Donc il est essentiel de prévenir la personne, le patient ou la patiente, et d'avoir une stratégie de prévention combinée du risque de transmission des IST et du VIH dans cette période-là particulièrement. Au-delà de 7 jours, on est, je dirais, au steady state de l'imprégnation au niveau des tissus et on a une réelle efficacité. Donc c'est pour ça qu'apparaissent RS, c'est la fréquence des relations sexuelles. Et vous voyez que quand ces patients, 1 comprimé par jour, ont des relations sexuelles, il faudra songer dans ce cadre-là à ne pas arrêter quand la période d'exposition à risque éventuellement s'interrompt. Il ne faut pas l'arrêter au lendemain, mais il faut l'arrêter 7 jours post-dernier risque pris. Voilà. Chez les hommes, cisgenres, les personnes trans qui auraient des rapports anaux exclusifs, le schéma est un petit peu modifié avec une activité qui est plus immédiate et on se donne simplement 2 jours après la dernière exposition à risque dans ces situations-là. Le deuxième mode d'administration de la PrEP par rapport à la PrEP continue, donc finalement très consommatrice de molécules puisque c'est tous les jours, il y a une PrEP discontinue, mais évidemment ça se discute dans des conditions d'échange avec la personne considérée pour savoir quel est son type de relation sexuelle et de pratique sexuelle, pour savoir si on peut proposer à ce moment-là des traitements alternes, successifs, en faisant toujours la dose de charge de 2 comprimés puis 1 comprimé par jour. Voilà. Et le troisième mode, c'est la PrEP injectable. C'est le fameux cabotegravir qu'on faisait avec rilpivirine en traitement curatif. Ben là, c'est cabotegravir longue durée d'action en préventif. On fait 2 injections à 1 mois d'intervalle, puis une injection tous les 2 mois. Et c'est ça qui constitue la PrEP protectrice du risque de transmission VIH. Donc c'est une injection tous les 2 mois. Attention, quand on l'arrête, vous avez compris que c'est du très long acting, donc quand vous l'arrêtez, vous avez une décroissance lente de la cinétique de votre molécule au fil du temps, et si vous ne faites rien à la place et que vous vous exposez au VIH, vous allez arriver à une concentration sous-optimale qui ne va pas protéger, mais qui va être sélectionnante d'une mutation de résistance potentielle. Ce qui veut dire que quand vous arrêtez un processus de PrEP par long acting, il faut en relais intégrer, après les 2 mois de la dernière dose, il faut intégrer un traitement de relais par voie orale pour éviter ce phénomène. Alors c'est là où on rentre dans de la virologie de haut vol, mais j'ai bouffé pas mal de temps. J'étais bien à 30 minutes au départ, hein, je ne me suis pas fait voler, je n'étais pas à 20 minutes. Ouais, d'accord, donc c'est moi qui ne suis pas bien, quoi. Alors, je vais vous donner quelques éléments un petit peu de données peut-être un peu plus innovantes. Alors, rassurez-vous, il y a plein de textes, mais il ne faut pas lire. Il faut pas lire, c'est juste pour moi, juste pour que je comprenne ce que je dis. Mais vous ne regardez pas, vous m'écoutez moi. Donc, il y a des nouveautés sur quand vous avez traité un patient VIH et qu'il a une réplication virale à bas bruit persistante et que ça vous agace. Il a tout le temps 100 copies, 150 copies, 300, 500 copies. Ce n'est pas des blips, ce n'est pas un coup oui, puis plus rien, c'est en continu. Et vous vous dites, j'y arrive pas, je suis au fond, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois intensifier? Est-ce que je dois changer de thérapeutique? C'est une vraie question. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces patients, en fait, donc il y a des études très très fines sur une région très particulière qu'on appelle la région 5' leader, effectivement, du génome, du virus, au niveau du gène GAG, qui est absolument majeure pour assurer le cycle de réplication infectieux correct, et une zone qui sert à l'épissage, c'est-à-dire à la maturation de l'ARN pour que cet ARN soit véritablement performant et assure la transcription des protéines du virus. Bon. Or là, il y a des mutations manifestes. On s'est rendu compte que ce phénomène de virémie non suppressive, malgré toutes les mesures faites, elle est corrélée à des mutations particulières de ce codon. Et donc, il y a un travail, il y avait déjà une publication antérieure là-dessus, et là, il y a un travail qui a été fait pour essayer d'analyser plus en détail le génome des provirus de ces patients-là. Et qu'est-ce qu'on observe? Alors, tout ça est un petit peu compliqué, j'ai mis les diapos, mais une fois de plus, ce n'est pas pour les lire. On se rend compte que
une très grosse majorité des gens qui ont des virémies extrêmement basses résiduelles, 93% ont des mutations sur cette zone-là très limitée du codon, première chose. Deuxièmement, quand on prend leur virus, ils sont tous regroupés, ils sont majoritairement à plus de 94%, ils sont, ces virus, eux-mêmes porteurs du codon, ça veut dire que ce sont des clones. C'est une production clonale d'une forme virale et pas de la réplication et de l'échappement viral. Donc ça, c'est un élément important. Et l'idée fondamentale, et je ne rentre pas dans le détail des mutations par rapport à ce qu'on connaissait, les séquences, l'idée qu'il faut retenir, c'est que ces travaux confirment que la virémie non suppressive peut résulter de l'expansion clonale de virus défectifs, cassés, abîmés, et vous détectez, vous, de l'ARN, vous ne détectez pas du virus que vous arrivez à mettre en culture et prouver qu'il est contaminant. Et donc, il ne faut pas s'alarmer nécessairement, voire pas du tout, dans ces situations-là, de réplication à bas bruit chez un patient qui, toute chose par ailleurs, prend bien son traitement à des concentrations plasmatiques qui sont bonnes, on s'assure que l'observance est bonne et qu'il n'y a pas de problème d'échec. Ce n'est pas de l'échec en tant que tel. Donc ça, c'est quand même un élément extrêmement important et novateur à retenir, parce qu'on est souvent dans de l'escalade thérapeutique avec des effets secondaires quand on a les thérapeutiques pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est d'autres approches thérapeutiques que les antirétroviraux directs. On a parlé tout à l'heure dans l'Ebola de la place d'anticorps monoclonaux. Anticorps, effectivement, monoclonaux introduits dans des stratégies de thérapeutique d'accompagnement des antiviraux. Là, c'est un travail autour de la primo-infection. Vous savez qu'au départ, le but du jeu, c'est de casser la chaîne de réplication virale très précocement, le plus tôt possible de la primo-infection, et la primo-infection est une urgence thérapeutique immédiate. Il ne faut surtout pas attendre. D'accord ? C'est-à-dire qu'on traite sans le génotype, sans rien. On voit un patient en primo, on traite. Là, on a un groupe de patients qui ont été traités très précocement par ARV en traitement de primo-infection. Et toute la question, c'est évidemment, on contrôle la situation. Et qu'est-ce qu'on fait chez ces gens-là? Est-ce qu'on peut s'autoriser et se permettre à un moment donné d'arrêter ces antirétroviraux en se disant finalement on a éteint l'incendie très tôt et peut-être que ça va bien se passer? Donc le but du jeu est de répondre à cette question. Qu'est-ce qui se passerait si en plus d'un traitement antirétroviral suffisamment prolongé, on administrait des anticorps monoclonaux, en l'occurrence 2 anticorps monoclonaux associés anti-VIH, qui interviennent pour l'un d'entre eux sur l'enveloppe, si on les associait versus placebo. Et donc, c'est le but de ce travail. On donne à J1 à la randomisation, ils ont soit 2 administrations IM de ces anticorps monoclonaux, soit uniquement les antirétroviraux. Et on regarde ce qui se passe jusqu'à S20, et à S20, il y a un bras qui a une 2e dose de l'un des anticorps monoclonaux en complément. Et qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, on arrête les ARV. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrête les ARV chez les patients qui ont les anticorps monoclonaux? C'est la courbe de gauche, en vert. Le rebond virologique se fait dans beaucoup moins fréquemment, puisque quasiment 9% des patients dans le bras placebo ont rebondi, alors qu'ils ne sont que 75% à avoir rebondi à 20 semaines de l'arrêt des antiviraux. Et quand vous remettez une 2e dose d'anticorps monoclonaux après 20 semaines, c'est la courbe de droite, on gagne encore un délai sans avoir besoin de remettre les antirétroviraux avec un contrôle de la charge virale sans rebond. Alors, le temps imparti ne me permet pas de rentrer dans le détail de ce que je voulais vous dire, mais peu importe. Le deuxième élément très important, et là c'est pareil, si je vous montre ça et débrouillez-vous, ça ne va pas vous parler, c'est simplement... en haut à gauche, c'est simplement la diminution dans le réservoir du virus réplicatif normal, et en miroir, de l'autre côté, c'est l'augmentation, il y a un remplacement dans le réservoir, c'est-à-dire en profondeur, ce qui fera l'avenir du patient VIH, il y a une augmentation du virus défectif, incapable de se multiplier grâce au fait qu'ils ont pris des anticorps monoclonaux qui les ont un petit peu cassés. D'accord ? Donc ça veut dire que non seulement il y a un rebond retardé, mais en plus ça se traduit par un remplacement dans le réservoir de virus actifs par du virus défectif. Donc ça c'est important.
Je vous ai dit qu'on pouvait faire 4 jours, 5 jours par semaine au lieu de 7 jours sur 7 pour les trithérapies, en l'occurrence BIC, FTAF. Ils ont essayé de faire, et si on faisait moins, si on donnait 3 comprimés par semaine ou 2 par semaine, voire une fois par semaine. Eh bien, ce résultat, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas le faire parce que là, le plafond de verre, c'est 4 fois par semaine. En deçà, ça casse, ça ne se passe pas bien et il y a une différence significative par rapport à la prise en charge normale. Donc c'est important dans l'observance thérapeutique de vos patients qui, des fois, quand vous leur dites 5 jours par semaine, ils se disent, il m'a dit 5, je vais faire 2. D'accord? Donc il faut surveiller ça de près. Voilà. Deuxième papier important, le fameux long-acting, les molécules qu'on injecte et qui ont des très longues demi-vies intracellulaires et plasmatiques. Cabo, Rilpi. Ben, quand on regarde ça dans une population vulnérable, en l'occurrence aux États-Unis, ce sont des gens sans domicile fixe qui vivent dans des conditions abominables, etc., et qui ont une injection tous les 2 mois de ces 2 antirétroviraux, ils ont des résultats de suppression virologique à 36 semaines qui sont remarquables, puisque quasiment 100% de cette population-là est indétectable pour la charge virale, alors que peut-être, si on avait été amené à les traiter par des antirétroviraux par voie orale, on n'aurait pas eu des résultats aussi brillants du fait des difficultés de suivi thérapeutique. Donc ça peut être une arme et une aide. Même chose, mais cette fois-ci, non plus auprès des SDF américains, mais en switch en Afrique, Cabo, Rilpi, toutes les 8 semaines, c'est-à-dire tous les 2 mois, dans une population de patients africains, après un traitement optionnel par voie orale initiale pendant les 4 premières semaines. Et là, je vous montre juste ça, parce qu'on dit, Cabo, Rilpi, il y a des facteurs de risque d'échec. Les facteurs de risque d'échec, c'est d'être une femme, c'est d'avoir un sous-type A1 ou A6, en l'occurrence la moitié avait un sous-type A1, A6, c'est d'avoir des mutations préalables à la rilpivirine ou au Cabo, c'était 7 et 8%. Donc ils avaient quand même plein de conditions pour faire que ça ne se passe pas forcément bien. Et puis finalement, ben on regarde, c'est exactement la même chose que le traitement par voie orale, le standard of care à la fin, à 96 semaines. Donc c'est quand même aussi une perspective d'avenir que de pouvoir traiter ces patients-là avec des traitements novateurs. Un mot sur la PrEP. Il y a les essais Purpose, effectivement, avec une thérapeutique complètement nouvelle et innovante, long-acting, puisque là, on parle d'injection tous les 6 mois avec le lenacapavir pour la prévention du VIH. Et ça, c'est une révolution complète dans le monde de la prévention chez des femmes africaines qui ont du mal à pouvoir bénéficier d'un traitement oral type TENO, FTC au quotidien pour toutes les raisons de stigmatisation et d'accessibilité au traitement. Là, c'est une injection tous les 6 mois. Par rapport à l'incidence attendue qui a été calculée par rapport à une phase préliminaire d'évaluation de l'incidence du VIH, du diagnostic, 0 cas de transmission dans le bras, une injection tous les 6 mois de lenacapavir, versus FTAF que vous administrez et qu'on administre, où on avait un certain nombre d'infections. Donc un vrai boom, une vraie révolution. Alors on se dit, lenacapavir tous les 6 mois, ben c'est une sacrée révolution. Et si on faisait lenacapavir une fois par an? Et donc ces études-là sont des études de modification posologique de lenacapavir, mais surtout de modification de la solubilité donc de l'éthanol, 5 ou 10%. Et en fait, je passe très vite, mais ça, c'est des données PKPD en fait de l'efficacité. Par rapport à la courbe rouge de tous les 6 mois, vous avez en vert en formulation 5% ou en bleu formulation 10%. Vous êtes très largement en continu à 1 an, en résiduel, très au-dessus de l'IC50 de votre virus. Et donc, vous êtes en zone complètement thérapeutique, préventive donc une injection par an. Ça fait réfléchir. Et j'ai quasiment fini donc pour la PrEP annuelle, et je crois que c'est ma dernière, donc c'est fabuleux. 42 secondes, ouais, c'est fort. Bon, non, je ne suis pas fini, attendez, vous enflammez pas. Donc, un dernier truc, on m'a dit les nouvelles molécules. On est en train de parler de science-fiction et de ce qui arrivera demain, mais en gros, autre molécule, c'est l'islatravir. Alors, ne lisez pas, c'est pareil, ça ne sert à rien, c'est juste pour moi, pour que je retienne. L'islatravir, c'est un nouvel inhibiteur nucléosidique de la transcriptase inverse à très longue demi-vie, donc on s'intéresse aux molécules à longue demi-vie pour faire des choses qui vont agir longtemps dans la durée.
Le lenacapavir, vous connaissez, donc l'idée c'est d'associer islatravir, lenacapavir sur des nouveaux modèles thérapeutiques. Et quand on fait ça, eh ben, je vous le passe, il y a une permissivité à l'oubli. Alors c'est une injection tous les 10 jours, là, pour le coup. C'est une administration tous les 10 jours. Mais quand